Bienvenue dans ce webinaire de la Société Santé en français. Je suis Adam Berada, agent des relations publiques, et je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire aujourd'hui consacré au travail d'effectifs de la Santé Canada. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler quelques mots à propos de la Société Santé en français, ou de la SSF comme on l'appelle entre nous. Donc, la SSF est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux qui œuvrent à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Notre objectif avec ces webinaires, on le verra après, notre reconnaissance des territoires. Donc, nous tenons à rappeler que la Société Santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Donc, comme je vous le disais, nous avons trois objectifs à travers ces webinaires. Celui d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Donc aujourd'hui, nous accueillons Madame Nadia Bawendi et Monsieur Yannick Fortin, donc d'Effectifs en Santé Canada. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je vais vous présenter nos panélistes tout de suite. Commençons d'abord par Yannick, qui est responsable de la modélisation et de la prévision de la main-d'œuvre en santé à Effectifs de la Santé Canada. Donc, il dirige donc ce département qui réunit des parties prenantes pour relever les défis communs et intégrer les données. Donc, précédemment, il a travaillé également à l'Association des facultés de médecine du Canada, où il a créé une base de données sur les diplômés internationaux en médecine et a développé le premier modèle prédictif de l'association. Il est fort de plus de 20 ans d'expérience. Il a également dirigé des enquêtes nationales et lancé le programme de statistiques sur la santé bucco-dentaire à Statistique Canada. Bonjour Yannick et merci. Passons donc à Nadia Bawendi, qui est responsable de programme données et planification, toujours à Effectif de la Santé Canada, pardon, où elle dirige le développement de la plateforme numérique de premier accès. Elle est médecin de formation et elle met à profit son expertise en informatique de la santé, en gouvernance des données et en intelligence artificielle responsable pour promouvoir les approches fondées sur les données et ainsi renforcer la collaboration entre les partenaires du système de santé. Donc, je vais présenter la parole à nos invités tout de suite, mais avant, permettez-moi de vous rappeler quelques règles de logistique. Donc, nos participants sont sur sourdis, mute automatiquement, mais vous pourrez quand même participer donc avec nous tout au long de la présentation ou même après la présentation, donc avec la boîte de Q&A, donc questions et réponses, ou à la boîte de conversation chat. Il y aura également un petit sondage interactif qui va être lancé donc sur votre écran dans quelques secondes, qui est facultatif et anonyme. Et donc merci de le remplir, ça ne sera donc très utile. Et enfin, je vous rappelle que l'enregistrement de ce webinaire et ainsi que la présentation donc, qui sera développée seront disponibles sur le site de la Société Santé en français d'ici peut-être une semaine à 10 jours environ. J'arrête ici donc mon introduction et je passe la parole donc à Nadia et à Annick. Merci à vous. Merci Adam. Donc, contente d'être là. Donc, je vais vous présenter qui sommes-nous. Donc, on travaille avec Effectif de la Santé Canada. Donc, elle a été créée en 2023. Effectif de la Santé Canada est une organisation indépendante soutenue par notre bailleur de fonds Santé Canada. Notre mission est de renforcer les données et la planification de la main-d'œuvre en santé afin de garantir la présence des professionnels nécessaires pour offrir les soins dont la population a besoin. Donc, nous adoptons une approche structurée en deux volets. Le premier, c'est données et outils en développant des systèmes robustes pour soutenir une prise de décision éclairée et une planification efficace de la main-d'œuvre en santé. Le deuxième volet, c'est leadership centré sur les personnes en essayant de favoriser la collaboration intersectorielle, la co-conception et la reconfiguration des réseaux afin de promouvoir une planification plus inclusive, durable et axée sur les besoins réels du système de santé. Donc, nous y parvenons en mettant en œuvre notre priorité stratégique. On a quatre priorités. La première, c'est enrichir les données. On essaie de
connecter les données sur la main-d'œuvre en santé pour améliorer la planification. La deuxième priorité, c'est modélisation et prévision, en essayant de renforcer la planification de la main-d'œuvre par la modélisation et proposer des solutions innovantes pour combler l'écart entre le nombre de travailleurs de la santé disponibles et ceux nécessaires pour fournir les soins appropriés à la population canadienne. La troisième priorité, c'est communiquer ce qui fonctionne en identifiant et en partageant les meilleures pratiques et outils pour une main-d'œuvre résiliente. Et la quatrième priorité, c'est mobiliser les réseaux en collaborant avec les partenaires pour faire progresser les priorités clés de la main-d'œuvre en santé et en essayant de construire des réseaux qui travaillent ensemble de manière innovante pour résoudre les principaux enjeux liés à la main-d'œuvre en santé au Canada. Donc, euh, Yannick, donc la page suivante, comment on essaie aussi de travailler, nous travaillons à établir des partenariats avec les Premières Nations, les Inuits et la nation métisse. On est au stade préliminaire du développement de ces relations. Notre priorité est la création de liens fondés sur la confiance, ce qui exige du temps pour comprendre et apprendre. Et nous avons commencé à établir des contacts avec trois grandes communautés autochtones et nous entretenons une relation particulière avec le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations dédié aux données spécifiques à ces groupes. Et à partir de là, nous bâtissons progressivement des collaborations et développement des liens dans divers domaines. Merci. Donc, je vais poursuivre. Nadia a parlé de notre objectif stratégique de faire avancer les données. Donc, l'une des premières façons dont on a fait ça de notre côté, c'est qu'on a mis sur notre site web, de façon publique, une série de tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord, c'est en fait un lieu pour centraliser l'information sur l'effectif en santé, euh, et tous les renseignements qui entourent la main-d'œuvre, dans le fond, pour qu'on puisse être capable de tisser le fil entre les données qui sont disponibles et en venir à pouvoir informer la planification. Le processus par lequel les tableaux de bord sont développés, c'est fait avec un groupe d'experts qui se rencontrent mensuellement. Et la première chose qui est demandée aux experts, c'est quelles sont les questions à laquelle nous devrions répondre pour pouvoir euh, faire avancer la planification. Donc, aussitôt qu'on a la question, par la suite, il y a un processus d'aller trouver les données qui vont pouvoir répondre à ces questions. Et notre équipe se charge par la suite de cette acquisition de données et de créer euh, un exemple visuel de comment l'information sera présentée. Et il y a un échange qui se fait avec les experts tant qu'à savoir est-ce qu'on est capable de fournir de l'information auquel l'interprétation des données serait facile à faire ou pourrait être dérivée de ces informations-là. Donc, c'est un processus de collaboration, de co-création qui touche un peu à ce que Nadia a mentionné. Et en fait, les tableaux de bord vont évoluer aussi. Je vais vous donner des exemples de à quoi ça a de l'air. Donc ici, si on regarde à gauche de l'écran, on a des données qui proviennent du sous-module sur le bien-être des fournisseurs. Et par exemple, on a des questions sur le stress qui sont comptabilisées par les niveaux de stress dans une journée typique. Par rapport au milieu de travail en haut et en bas qui sont par fournisseurs de soins. Donc, on a une comparaison entre les médecins, par exemple, et le personnel de soutien, personnel infirmier. En termes de tableau de bord, il y a trois grands thèmes. Le premier thème, le coup d'œil sur l'effectif, ce sont plus ou moins des données qui sont quantitatives à prime abord. Donc, on a plusieurs sous-thèmes et je vais vous les montrer. C'est là où on peut voir, par exemple, des graphiques ou suivre des données longitudinales sur des informations qui nous aident à bien concevoir l'environnement pour les fournisseurs de santé. Nous avons aussi une base de données sur le suivi des politiques. Donc, c'est un compendium d'informations sur les interventions que les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux euh,
sortent de temps à autre. Donc ici, par exemple, si l'Alberta décide de sortir une nouvelle politique de rétention chez les infirmières, donc et il va avoir, ça va sortir sous forme de nouvelle. Cette nouvelle-là va être capturée par l'ICIS qui comptabilise ces informations-là et nous prenons la somme de toutes les politiques et nous créons des tableaux. Je vais vous montrer ça dans un démo dans quelques minutes. Et nous avons aussi un catalogue de données. Le catalogue de données, c'est plus pour ceux qui seraient intéressés à creuser un peu plus, à aller trouver les données sources et à savoir qu'est-ce qui est disponible dans ces données sources sur la main-d'œuvre en santé. Donc, c'est possible dans le cas des suivis de politique et des catalogues de données de télécharger la base de données au complet et chercher ce qu'on on a besoin en termes d'information. Comme je disais, le coup d'œil sur l'effectif est composé de 6 modules. Il y a un 7e module sur les diplômés internationaux qui va apparaître bientôt, d'ici peu. Mais pour l'instant, si vous allez sur notre site web, vous allez trouver 6 modules. Un sur le profil des fournisseurs. Donc, là, on regarde un peu du niveau démographique et spatial, la répartition de l'effectif. Pour le module sur l'emploi, on a des indicateurs sur la capacité de la dotation, entre autres les postes vacants et autres euh, indicateurs similaires. Nous avons aussi un recrutement et maintien au poste, donc d'autres informations qui effectivement parlent de la rétention. Et nous avons, oh, pardon, ici, un module sur les soins de santé primaire. Donc ici, il y a une emphase sur particulièrement les fournisseurs de santé qui travaillent à l'administration des soins primaires, par exemple les omnipraticiens et les infirmières praticiennes. Euh, le continuum de soins de santé de longue durée, ça aussi, c'est un sujet qui est très important de nos jours. On a le vieillissement de la population, donc euh, ces tableaux-là vont nous permettre de en savoir un peu plus sur l'état des choses en termes d'être capable de soigner cette population plus spécifiquement. Et ensuite, nous avons module sur le bien-être des fournisseurs, dont vous avez vu un petit exemple dans la diapo précédente. Donc ici, je vais vous montrer un petit survol. Donc, sur le site d'Effectifs de la Santé Canada, en haut, nous avons un menu où on peut appuyer sur Données perspectives. Sous Données perspectives, on peut tomber sur les tableaux de bord. Donc, si on y va, on voit les 3 grands titres dont j'ai mentionné. Donc, on va aller voir pour le coup d'œil sur l'effectif. Ici, on veut voir le profil des fournisseurs. Et on est intéressé, dans ce cas ici, dans les personnes qui proviennent du soutien aux personnes. Qui, on va voir ici, je choisis la spécialité. Oh, pardon. Oh, pardon, ça l'avance. Fournisseur de santé. Et comme je disais ici, on peut choisir le type de prestataire de soins de santé ainsi que la province ou le territoire. Ici, on choisit préposé au service de soutien à la personne. Donc, on peut voir, par exemple, dans certains cas, il n'y a pas de données disponibles. Donc, ça démontre un peu l'état des choses ou la disponibilité des données au Canada. On voit, par exemple, mais par exemple, où nous avons des données, c'est on a des données en Alberta seulement. Et ici, on peut voir le nombre de prestataires de l'année 2020 à 2023. Si on descend ici, là, nous avons un exemple où il n'y a pas tant de données, mais on voit par exemple qu'on est donné en Alberta. Donc, si on va cliquer sur... Pardon. Je vais recommencer ça ici. Ici, on va faire un retour
il va y aller voir le compendium de suivi de politique. Et ici, on descend, on voit les politiques, il y a différentes catégories, le recrutement, la rétention, les soins virtuels. Et si on regarde le même groupe, par exemple, les proposés au service de soins à la personne, on voit qu'en Alberta, on a une politique qui a été répertoriée. Si on descend plus bas, on est capable de trouver encore plus d'informations et de télécharger euh, le catalogue au complet. Donc, si on télécharge le catalogue, ça va s'ouvrir dans Excel. Et là, on a tous les fournisseurs de soins de santé. On pourrait aller choisir les préposés de soutien à la personne. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Et ici, on voit qu'il y a 4 politiques dans ce groupe de fournisseurs-là. Euh, un en Alberta, un en Manitoba, un en Ontario et une politique nationale. Donc ici, ça nous donne une idée où, par exemple, si on va chercher de l'information du niveau quantitatif et on veut voir s'il y aurait peut-être une politique qui pourrait expliquer ce qu'on voit en termes de changement d'une année à l'autre, on peut travailler avec les deux outils et d'essayer de tisser une histoire un peu entre les deux. Un autre pôle objectif de la Santé Canada, c'est l'équipe de modélisation et prévision. Donc, c'est une équipe qui, comme le titre l'indique, essaie de faire avancer la modélisation de la main-d'œuvre au Canada. Euh, et on fait ça sous certains principes. Donc, nous, on essaie de annuellement publier un nouveau modèle euh, d'estimation de la main-d'œuvre, soit en utilisant des concepts comme l'offre et la demande. Euh, mais on utilise des principes basés autour de la transparence et du partage du code source ouvert. Donc, nous, ce qu'on rend disponible lorsqu'on fait un modèle, on rend le code pour recréer le modèle, les données qui ont été utilisées pour les estimations, ainsi que la méthodologie qui est typiquement disponible dans le guide des utilisateurs. Donc, ça, c'est une de nos activités, donc la création de modèles. On a aussi on essaie aussi de rapprocher les réseaux ou d'assembler les réseaux qui travaillent plus particulièrement en modélisation de la prévision de la main-d'œuvre au Canada. Donc, on a un groupe d'experts qui se rencontrent aux 2 mois pour partager les façons dont ils font de la modélisation et de la prévision de la main-d'œuvre de leur côté pour pouvoir aviser leur gouvernement respectif. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Euh, je vais vous montrer le modèle que nous avons à l'instant, que vous voyez un exemple à la gauche, qui est un modèle qui essaie d'estimer le besoin futur ou anticipé des proposés au service de soutien à la personne. Donc, en anglais, on dit PSW, Personal Support Worker. Et on travaille aussi en même temps sur un nouveau modèle d'éducation à l'emploi dont on entend publier sur notre site web dans la nouvelle année sur les techniciens en radiologie médicale. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Ici, on va aller voir le modèle de modélisation pour les employés, le personnel de soutien à la personne. Donc, on est sur le site, la page d'effectifs de Santé Canada. On descend, on appuie sur modélisation et prévision. On arrive sur la page de prévision et le modèle relatif aux préposés aux services de soutien à la personne. On a un guide d'utilisateur, une foire aux questions. Vous pouvez télécharger le code, un peu d'explication. Et ici, ce qu'on voit, ce que vous allez voir, c'est que la façon dont le modèle fonctionne, vous devez choisir un scénario de projection démographique. Donc, Statistique Canada publie annuellement des révisions sur une dizaine de profils sur la croissance de la population et comment cette croissance-là devrait changer par chaque groupe d'âge et par province. Donc, nous utilisons
Le modèle permet de choisir le type de croissance dont on anticipe. Donc, si par exemple le gouvernement canadien ou le gouvernement provincial change ses règles sur l'immigration, par exemple, on pourrait choisir un modèle à plus faible croissance, par exemple, pour estimer les besoins futurs au personnage de soutien. Ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des ratios. Donc, pour l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, il y a des ratios dans trois milieux de travail, soit les soins à domicile, les soins en établissement et les soins hospitaliers. Et on voit le nombre. Ici, ce qu'on a pris, c'est les données de 2024 qui proviennent de l'EPA, sondage mensuel de Statistique Canada, pour trouver le taux de préposés par 100 personnes âgées de 75 ans et plus dans la population. Donc, je vais poursuivre la démo. Donc, ici, on a une explication du scénario de la projection démographique. On a les options, vieillissement lent, vieillissement rapide, par exemple. Ce que je mentionnais, les taux, vous pouvez choisir, vous pouvez modifier les taux, savoir quels seraient les impacts de mettre peut-être d'embaucher plus de préposés, par exemple, en soins à domicile. Ensuite, on lance la simulation. Pardon. Désolé. On va lancer la simulation. La simulation se passe sur le web. Et ensuite, nous avons un graphique qui représente le nombre de préposés par année. On peut ajouter ça comme notre référence. Et ensuite, si l'on veut, on peut télécharger le graphique même. Donc, si vous faites une présentation, vous pouvez télécharger le graphique. Et voilà. Et c'est aussi possible de télécharger toutes les données qui sont derrière le graphique, si vous voulez investiguer un peu plus. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller chercher un autre scénario de comparaison? Donc, on va aller... euh, si on aurait choisi un autre modèle. Par exemple, ici, désolé parce que on a découvert qu'on avait une petite erreur de traduction ici dans cette page-ci, mais ici, on avait un modèle, par exemple, à croissance moyenne et on compare le modèle un modèle de haute croissance démographique. Donc, la deuxième page de comparaison nous montre le nombre total de préposés par année dans ces deux scénarios-là. Donc, aussi, on voit les niveaux par la comparaison. On peut aussi comparer seulement pour les soins à domicile en Ontario, par exemple, et on voit la différence qui serait anticipée en termes de besoins de préposés dans cette province. Par exemple, en 2045, compte tenu euh, des données qu'on a historiquement jusqu'à 2024. Donc, on peut faire ça pour toutes les provinces et territoires comparés. Et si on va sur le graphique, c'est possible de voir le nombre spécifique. Donc ici, on avait, je pense, 13 000 préposés en province. Il y a aussi une possibilité de télécharger le graphique, comme je vous ai montré précédemment. Donc, on essaie de rendre le modèle de plus en plus disponible et facile à télécharger. Et si vous avez des commentaires, on aimerait bien entendre recevoir votre réaction. Je vais maintenant passer la parole à Nadia qui va nous parler de notre stratégie de données. Merci Yannick. Et, je pense il y avait beaucoup d'informations techniques et on est là pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Aussi, juste pour préciser par rapport à ce que Yannick a partagé, les tableaux de bord sont accessibles mieux en utilisant l'ordinateur et pas le téléphone pour l'instant, aussi bien que pour le dernier outil. Donc, par rapport à ce qu'on fait aussi à Effectif de la santé, on est en train de co-développer une stratégie pan-canadienne sur les données relatives à la main-d'œuvre en santé. Donc, le but derrière ça est de renforcer les fondements des données sur la main-d'œuvre en santé à travers le pays.
Et on a vu des données qui manquent ou elles sont éparpillées ou peut-être qu'elles sont là, mais on n'arrive pas à les trouver. Et on essaie de transformer le paysage fragmenté de données en un système qui soutient une planification plus réactive et une prise de décision éclairée et une amélioration des résultats de santé pour les Canadiens. Donc, comment on a fait ça dans le cadre comment on a commencé à élaborer cette stratégie? Yannick, il a parlé de groupes d'experts. Donc, notre équipe travaille avec des équipes d'experts. Donc, on a tout d'abord intégré l'expertise de ces deux autres groupes consultatifs qui sont responsables des tableaux de bord et modélisation et prévision pour évaluer les besoins de données. Donc, c'était ça la première étape. Et ceci afin de garantir que cette stratégie reflète une diversité de perspectives et d'expertise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi réuni un groupe consultatif multidisciplinaire pour travailler sur cette stratégie, composé par plus de 24 organisations, des associations professionnelles, des gestionnaires de données, des chercheurs, des régions, employeurs, des partenaires autochtones, etc., pour concevoir et orienter le développement de cette stratégie qui répond aux besoins des planificateurs, des prestataires de soins et des communautés. Donc, nous avons également engagé des experts en la matière supplémentaire afin de nous aligner sur les domaines prioritaires, notamment des patients, des proches aidants, aussi l'éducation, l'immigration, les milieux ruraux. Et plus tôt cette année, nous avons publié un document d'introduction sur l'état actuel qui pose les bases de la stratégie et décrit l'état actuel des données sur la main-d'œuvre en santé au Canada. Donc, ceci peut être trouvé sur notre page web. Et la stratégie de données, qu'est-ce qu'elle va fournir? Elle va fournir aux organisations les organisations de données et aux juridictions un état souhaité, ainsi que des principes directeurs et des recommandations, à la fois immédiates et à long terme pour progresser vers cet état souhaité et favoriser une meilleure prise de décision et des résultats de santé améliorés. Aussi, ce travail, il repose sur un engagement respectueux avec les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, en honorant la souveraineté des données autochtones, et elle est guidée par une approche fondée sur les distinctions. Et comme je l'ai souligné au début, on est encore tôt dans le processus et nous n'interviendrons aux tables FNIM que sur leur invitation et à leur rythme. Donc cette stratégie-là, elle est actuellement en cours de révision et de validation. Et on aura une publication prévue vers les alentours de fin février, suivie d'un engagement et d'un suivi continu pour garantir son évolution et son impact. Yannick, la page suivante. Donc, un de nos projets phares aussi en lien avec la priorité présentée au début, communiquer ce qui fonctionne, est la plateforme numérique de premier accès. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Yannick, il a présenté comment on utilise les données quantitatives pour essayer d'avoir une meilleure planification. La plateforme numérique de premier accès, elle est plutôt pour tout ce qui est données qualitatives. Donc, il s'agit d'un outil de recherche intelligent alimenté par l'intelligence artificielle et est conçu pour centraliser les connaissances et les ressources liées à la main-d'œuvre en santé au Canada. Donc, on sait qu'il y a de nombreuses organisations à travers le pays qui développent des solutions innovantes et des ressources pour répondre aux défis de la main-d'œuvre de la santé. Mais leurs travaux, généralement, demeurent souvent peu visibles ou difficiles à trouver par les moyens de recherche traditionnels. Donc, ce qu'on a essayé de faire est que cette plateforme, elle vise donc à offrir un accès simple et rapide à des informations fiables, qu'il s'agisse de stratégies, de partenariats ou d'outils pratiques, par exemple sur la prévention de l'épuisement professionnel ou autres. Donc, grâce à un grand modèle de langage, l'outil génère des réponses précises à partir de sources sélectionnées et vérifiées, accompagnées de liens directs vers les sites d'origine. Donc, l'utilisateur peut vérifier la source à l'origine. Donc, en d'autres mots, il s'agit, je vais dire, à peu près comme le ChatGPT, mais il est spécialisé
est limité à un corpus de contenu de confiance portant exclusivement sur la main-d'œuvre en santé. Donc, cet outil, il a été développé dans une optique de responsabilité et de transparence. Donc, la plateforme s'appuie sur les principes de l'intelligence artificielle responsable, assurant une fiabilité, une sécurité et une confiance dans son utilisation. Donc, je vais maintenant vous faire une petite démonstration de l'outil, de son fonctionnement. Donc, l'accès se fait directement depuis notre site web et la plateforme est ouverte au public. Donc, lors de votre première utilisation, ce qui se passe, c'est que vous avez un guide qui vous oriente comment l'utiliser et vous pouvez également le revoir en temps en cliquant sur le menu. Plusieurs fonctionnalités sont ajoutées comme un cas d'utilisation qui illustre des situations. Il y a encore une fiche d'aide qui explique comment formuler la question, puisque les IA répondent mieux à certains types de formulations. Il y a aussi une foire aux questions pour répondre aux interrogations courantes et une bibliothèque pour voir les ressources. Et aussi, notre travail repose fortement sur l'amélioration continue. Donc, ainsi, si l'utilisateur souhaite signaler quelque chose ou partager un commentaire, un espace de rétroaction est disponible et l'équipe examine ses retours de près et ajuste l'outil en conséquence. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on demeure toujours à jour et utile et de qualité. Donc, Yannick, est-ce qu'on peut pas aller à la prochaine vidéo? Donc, je vais juste donner une situation où, Yannick, une seconde, juste on donne comment on peut utiliser cette plateforme. Donc, en supposant que toute personne œuvrant dans dans le domaine de la main-d'œuvre en santé se prépare pour une réunion, par exemple, axée sur le soutien, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, il s'agit d'une planification, d'une élaboration de politiques, d'opérations ou de recherche ou des soins directs. Donc, l'objectif est comment accéder rapidement à des sources fiables et trouver la réponse. Donc, on peut bien sûr commencer par les tableaux de bord et les outils de modélisation de prévision pour avoir des informations quantitatives. Donc, ces outils nous donnent les chiffres, mais ce qui cache derrière les chiffres, on peut les trouver grâce à la plateforme numérique de premier accès. Donc, comment ça se fait? L'utilisateur tape la question en français ou en anglais et ça va dépendre de quelle langue il utilise. La réponse sera dans la même langue utilisée. Donc, par exemple, on peut poser la question quelles options de formation ou de perfectionnement existent pour les préposés au service de soutien à la personne. Et on aura une réponse donc euh, par l'intelligence artificielle, donc qui sera une réponse basée sur les documents disponibles dans la plateforme seulement ce qui est disponible et il y aura les liens. Donc, l'utilisateur, il va juste cliquer sur le lien, accéder à la ressource. Si la source, elle est en français, il pourra la consulter en français. Si c'est en anglais, ça sera traduit dans la plateforme, mais la source originale sera en anglais. On essaie toujours d'avoir le maximum de sources en français. Aussi, il y a l'option de copier la réponse en cliquant à droite sur les cadres. Et une autre question pourra être posée, par exemple, quels sont les autres titres désignés pour les préposés au service de soutien de la personne, parce qu'il y a beaucoup de titres, ça dépend des provinces. Il y aura une sélection de titres dépendant sur les sources et il y aura toute la discussion sur la plateforme. Donc, les utilisateurs peuvent les copier et voilà. Donc, ceci est notre travail. Et je passe la parole à Yannick. Merci, Nadia. Donc, je vais faire un petit rappel sur l'un de nos quatre objectifs stratégiques. L'un d'eux, c'était de mobiliser les réseaux. Donc, notre exemple primaire est l'organisation annuelle de notre symposium Ensemble pour la santé. Cette année, le symposium s'est passé au mois d'octobre et le thème était de s'attaquer à la complexité du système. Tout le monde pourrait s'entendre, j'imagine, pour dire que le système de santé est complexe. Donc,
Je vous donne ici un exemple des sujets qui ont été discutés, donc la reconnaissance interprovinciale des diplômes, soit les soins primaires dispensés en équipe, tous des sujets chauds, sujets de l'art, solutions pour les régions rurales et éloignées, l'éducation de la main-d'œuvre, le bien-être et la sécurité des travailleurs et des travailleuses, et comme Nadia vient de montrer, l'intérêt grandissant pour l'intelligence artificielle et la transformation numérique. Donc, vous pouvez peut-être regarder dans le futur. On espère en avoir un autre symposium, un autre colloque. C'est pas confirmé encore, mais c'est une opportunité pour les spécialistes euh, au pays et à l'international de discuter d'enjeux importants, de trouver des solutions aux problèmes souvent qui sont similaires euh, malgré les différents environnements. Donc, sur ce, on va y aller vers la période de questions. Je vais fermer l'écran. Merci beaucoup Yannick, merci Nadia pour cette présentation très intéressante, très complète aussi. Personnellement, moi j'ai appris beaucoup de choses. Alors, là, comme vous l'avez dit, donc la parole est à notre public. Donc, vous pouvez réagir sur la boîte de chat ou bien sur la boîte Q&A. Et puis, si vous avez envie aussi de poser votre question oralement, vous n'avez qu'à lever la main et on activera votre micro. Euh, Auparavant, moi, j'ai envie de poser une petite question. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi le fait, donc, l'intégration de l'outil numérique et de l'intelligence artificielle. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est venu euh, avec justement le développement de l'intelligence artificielle ou bien c'était un projet de longue date dans lequel après l'intelligence artificielle a été intégrée, on va dire? Pour répondre à cette question, donc, Effectif de la Santé Canada est tout nouveau. Donc, il a été créé en 2023. Donc, c'est après que l'intelligence artificielle a commencé à donner de l'intérêt. Les gens ont commencé à l'utiliser. Et le but derrière ça est de partager euh, de partager les solutions que d'autres organisations sont en train de faire. Donc, de notre priorité est communiquer ce qui fonctionne. Et on a pensé quel est l'outil et quelle est l'innovation qui peut bien marcher pour les gens pour accéder à une information correcte. Parce que personnellement ou d'autres, ou peut-être vous, vous avez utilisé une intelligence artificielle, un outil où vous avez une réponse qui n'est pas vraiment concrète. Là. Si vous changez votre question, vous avez une réponse et après vous dites non, je voulais dire ça ou c'est faux. L'intelligence artificielle va vous dire OK, donc je vais juste changer la réponse que j'ai. Donc, on a voulu créer un outil où il donne une information concrète pour partager ce que les autres font et d'avoir accès à cette information de façon la plus concrète et de façon confiante pour, euh, pour l'utiliser pour la planification. Donc, et bien sûr, on est une petite équipe qui essaie d'améliorer à jour. Donc, tous les jours, on essaie de perfectionner, d'ajouter du contenu. Donc, maintenant, cette intelligence artificielle, cet outil, elle est juste basée sur le contenu qu'il y a. Donc, on est en train de collecter plus de données et de connecter avec des organisations pour avoir plus d'informations pour que l'outil sera plus performant. Le mieux et le plus d'informations on aura, mieux l'utilisateur peut l'utiliser pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Nadia. Alors, une autre question pour vous. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés lors de la mise en place de ces différents outils? Parce que c'est quand même un travail assez énorme. Oui, je peux peut-être débuter. Donc, je pense que l'outil d'intelligence artificielle a ses propres défis. Il y a des défis qui sont technologiques. Il y a des défis qui sont, euh, comme je vois par exemple la question de Mme Louise Lalonde, soins de santé dans la langue maternelle. Oui, on aimerait pouvoir mettre ça dans un tableau de bord, par exemple. Sauf que nous, on essaie d'aller chercher des données. On travaille avec des données qui sont déjà agrégées.
Donc, il y a quand même toujours un processus d'acquisition de données, d'évaluation de la certitude ou de la validité de l'information qu'on a. Donc, le processus dont on a développé de travailler avec des experts, c'est un processus qui prend peut-être un peu plus de temps parce il y a quand même une détermination à ce qui est vraiment important. Est-ce que les données vont nous fournir l'information pour répondre aux questions qu'on a vraiment? Donc, je dirais qu'il y a des défis qui sont techniques, puis il y a des défis qui sont plus euh, euh, qui sont basés plus sur euh, trouver le point commun, à savoir quelle information est la plus pertinente pour certaines questions. Donc, euh, mais je vous cacherai pas qu'on a quand même des petites équipes à Effectif de la Santé Canada. Donc, Nadia a une petite équipe, moi j'ai une petite équipe. Donc, il faut faire des choix et c'est un peu peut-être plus ça la difficulté, c'est d'oublier de faire des choix plus précis et de ne pas pouvoir toucher à tout dans le fond. C'est normal. Merci pour ces précisions, Yannick. Alors, il y a une question. euh, bon, la personne est en mode anonyme. Oui, c'est un choix. Donc, en matière de modélisation et de prévision, l'objectif d'Effectif de la Santé Canada est-il de trianguler les besoins projetés des patients, les besoins réels et projetés en personnel professionnel et les places de formation pour les professionnels de la santé dans les collèges et ou les universités? Question assez complexe. Oui, si je comprends bien, je pense que une partie de la question se rapporte à être capable de modéliser la demande. Donc, on peut vous dire que nous, on appelle ça un environmental scan, un scan au niveau national, et on a découvert que les méthodologies pour estimer la demande de soins, en besoin de soins et en fournisseurs qui proviennent finalement des patients et de leur utilisation ou de l'utilisation qu'ils aimeraient pouvoir faire s'ils auraient accès à des soins. Euh, c'est un, c'est une approche qui n'est un peu moins développée au niveau du pays. Donc, on travaille présentement sur un projet où on essaie de rapatrier tous les modèles de soins sur la demande qui sont utilisés par les organismes de planification euh, provinciaux et territoriaux. Donc, qu'est-ce qu'eux utilisent pour la demande? Et on devrait publier ça dans la nouvelle année, peut-être entre janvier et mars. Ça va nous donner une idée du type de modélisation que l'on pourrait faire. Donc, on, on ne s'oriente pas vers créer un modèle pour l'instant pour estimer la demande, bien qu'il y en a il y a des modèles qui existent déjà, mais on a rapatrié les cas ou les instances où les gens font ça de façon plus pratique euh, dans, dans l'estimation de la planification de la main-d'œuvre. Côté, vous avez mentionné pour l'éducation. Donc, le modèle sur lequel on travaille présentement cherche à répondre à une question qui nous a été posée par les planificateurs au pays, ceux qui font de la planification au pays, c'est-à-dire euh, que se passe-t-il entre le temps où quelqu'un entre dans un programme de formation et et l'étape où ils entrent dans le milieu du travail? Donc, le modèle qu'on développe pour l'instant est un prototype qui essaie de faire ça avec euh, les technologues en radiation médicale. Et ce qu'on essaie de voir aussi, c'est est-ce qu'on peut voir de tous les programmes de formation qu'il y a au Canada dans chaque province, est-ce qu'on peut trouver, je sais pas le terme français, mais l'attrition ou les, euh, les gens qui poursuivent à chacune des étapes. Donc, les gens qui vont graduer, donc c'est pas le même montant de personnes qui sont entrées dans les programmes, donc on finit avec un petit peu de monde un peu moins de monde qui gradue. Ensuite, c'est pas tout le monde qui va s'enligner vers le milieu de travail. Ils vont peut-être décider d'aller faire d'autres études à temps plein. Donc, on a une perte un peu de fournisseurs de ce point de vue-là. Et d'un point de vue de province qui forme certains fournisseurs de soins, il y a des gens qui vont migrer vers d'autres provinces, bien qu'ils aient été formés dans une province particulière. Donc, ça, c'est le modèle sur lequel on essaie de faire avancer un modèle qu'on aimerait être capable d'appliquer
au plus grand nombre de fournisseurs de soins possible. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Yannick. Alors, une autre question, j'ai cru comprendre donc, que l'équité et les partenariats avec les Premières Nations, les Inuits et la nation métisse est quand même un principe qui guide aussi donc, vos travaux. Donc, je voudrais savoir comment cette équité avec les Premières Nations donc, influence-t-elle la conception et l'évolution de vos outils? Donc, je peux prendre cette question et Yannick, si vous voulez ajouter quelque chose. Donc, comme je l'ai précisé, on est au stade préliminaire du développement donc, de ces relations. Donc, on a une petite équipe qui commence à se connecter avec les organisations de Premières Nations, des Inuits et la nation métisse. On essaie euh, dans dans les groupes d'experts, euh, d'avoir leur voix, d'entendre leurs besoins et de savoir comment préparer les solutions qui peuvent être euh, on travaille tous ensemble. Donc, on est euh, maintenant au stade tout début. Donc, pour l'instant, ce que je peux dire, on a une relation particulière avec le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations. Donc, ça, c'est une relation qu'elle a été établie. Et donc, juste une idée sur c'est ce centre, il est dédié aux données spécifiques à ce groupe. Donc, et on essaie en fait à partir de là de bâtir progressivement des collaborations et de développer des liens dans divers domaines. Donc, et ça prend du temps. On est en train de commencer et avec le but d'avoir une équité et d'intégrer tous les participants du Canada. Merci beaucoup, Nadia. Autre question pour vous. Avez-vous observé des disparités importantes en matière de main-d'œuvre ou d'accès aux soins, mais qui nécessiteraient une attention particulière? Je dirais que du point de vue de nos données, euh, puisqu'on met l'emphase sur les fournisseurs de soins et un peu moins sur euh, l'identification, par exemple, des manques aux soins qui sont disponibles, manque de l'accès aux soins, par exemple, dans différentes régions et particularités, on peut dériver euh, certain montant d'informations sur où se trouverait, par exemple, le manque d'équité dans l'accès des soins. Euh, nous, mais aussi, par exemple, sur une autre ordre d'idée, comme vous avez vu sur la dernière diapo qui décrivait notre symposium ou notre colloque qui tend à mobiliser les réseaux, le sujet des soins euh, dans les milieux ruraux et les régions éloignées, c'est un sujet de l'heure. Donc, nous, on essaie de mobiliser les réseaux pour essayer de trouver euh, des pistes que l'on pourrait partager pour faire avancer un peu le dossier. Mais comme je dis, je pense qu'en termes de dérivés des informations, on a plus l'angle de pouvoir vous donner des informations sur où seraient certaines disparités en termes de professionnels en santé. Et on peut assumer un peu là, qu'il y a il y a un effet sur la population en même temps, là. Donc, s'il manque de médecins dans un endroit ou dans une certaine population où on a moins de médecins, par exemple, par 10 000 habitants, ça nous fournit un certain montant d'informations sur l'équité sur l'accès aux soins. Merci Yannick. Alors, il y a une question dans le chat de Madame Lise Richard qui nous demande qui semblent être vos utilisateurs à date. Euh, je, je pourrais dire que nos utilisateurs, ils sont variés déjà, mais ils ont tous un point en commun. Ils travaillent sur des enjeux liés à la main-d'œuvre en santé. Donc, il y a les décideurs et les planificateurs, donc les équipes dans les ministères, les agences provinciales, les autorités régionales, les organisations nationales qui veulent accéder à des informations euh, qui vont les aider à prendre des décisions éclairées pour la planification, la stratégie et les programmes. Il y a aussi les organisations qui soutiennent les professionnels de la santé, comme les collèges, les associations professionnelles,
les établissements d'enseignement aussi, comme Yannick, il travaille avec un nouveau module pour modélisation et prévision. Donc, il y a aussi les personnes engagées dans la recherche. Donc, c'est varié. Donc, ça dépend quel outil et quel outil ils vont utiliser. Donc, ça dépend de l'utilisation, je vais dire. Merci beaucoup, Nadia. Alors, si vous me permettez, j'ai une autre question qui va plus être orientée au niveau des enjeux avec la francophonie. On est à la société en santé en français, ce qui est un peu normal. Donc, les outils numériques que vous présentez, donc comme les tableaux de bord ou la modélisation, est-ce qu'ils offrent des fonctionnalités permettant de mieux comprendre les enjeux linguistiques, comme par exemple l'accès aux services en français? Je commencerai par dire que tous les outils, premièrement, sont disponibles en français. La documentation est en français, donc d'un point de vue de l'utilisateur, il y a cette fonctionnalité-là. Euh, En termes d'aller trouver les soins sur la langue, je pense que on n'a peut-être pas autant de données. Je pense qu'il y a peut-être un manque un peu de données, peut-être un peu moins disponibles. Donc, par exemple, qui parle en français en termes de fournisseurs de santé? Je sais que Santé Canada a certains euh, données là-dessus. Euh, Par exemple, sauf que si les données proviennent d'une source ou d'un sondage qui n'est pas consistant, par exemple, c'est là qu'on aurait peut-être la difficulté à créer un outil qui, par exemple, qui aurait juste un point dans le temps. Euh, mais tout ça pour dire, je pense que un espace qu'on aimerait développer. S'il y a quelqu'un qui a des idées où on pourrait aller chercher ces données-là, on serait content de les entendre. Euh, c'est vraiment un manque un peu, euh, les soins en santé en français. Comment décrire les dynamiques ou la démographie de tout ça. Je pense qu'on a un peu de chemin à faire de notre côté. Merci pour cette précision, Yannick. Alors, pour les gestionnaires qui nous écouteraient dans le public, par quoi recommandez-vous de commencer pour intégrer vos outils dans leur planification, notamment s'ils travaillent dans un contexte bilingue ou minoritaire? Souvent, je pense qu'il faut souvent commencer un peu avec une question. Donc, si les gens ont une question, euh, il y a peut-être deux endroits à commencer. Peut-être il y a les tableaux de bord, dans le fond, qui permettent d'avoir une certaine connaissance peut-être plus élevée euh, du contenu qui est disponible en termes de données. Ensuite, il y a aussi la recherche, ou je ne sais pas si quelle qui peut venir avant ou après l'autre, mais la recherche à l'utilisation de la plateforme d'intelligence artificielle dont Nadia a décrit. Je pense que ça serait probablement les deux endroits pour débuter une recherche, mais dans le fond, faut commencer avec la question. Euh, donc, je pense que c'est un peu ça le début, tant qu'à moi. Merci, Yannick. Alors, autre question, toujours de Madame Lise Richard. Donc, j'imagine que vous travaillez de près avec Statistique Canada ou l'Institut canadien donc, d'information sur la santé. Est-ce qu'effectif de la santé va aussi loin que de demander des données spécifiques qui ne sont pas encore disponibles à date au public? La réponse, c'est oui. C'est sûr que on a des tableaux de bord qui sont basés sur des données qui ont déjà été publiées, qui sont disponibles déjà sur le site web de Santé Canada. Mais pour les six, par exemple, le tableau de bord sur les suivis de politique, donc ça, c'est de l'information qui était pas disponible au public auparavant. On a une relation très bonne relation avec l'ICIS. Donc, il y a beaucoup de nos employés qui proviennent de l'ICIS. Donc, on a été capable de faire le pont, d'aller chercher des données qui sont pas nécessairement euh, disponibles dans le format dont on le présente. Donc, souvent, l'ICIS va nous donner des données qu'on va reformuler qui ne seraient pas nécessairement dans leur rapport. Avec StatCan, c'est la même chose. Par exemple, le modèle sur de l'éducation à la main-d'œuvre
à l'entrée dans le milieu du travail. Ça a été donné, ça a été une demande qu'on appelle euh, custom, qu'on a eu de Statistique Canada. On a aussi accès, on a aussi un siège dans ce qu'on appelle les centres de recherche de Statistique Canada. Donc, on a des employés qui travaillent directement dans cet environnement fermé-là, qui produisent des données agrégées qu'on va sortir pour pouvoir faire avancer nos modèles. Donc, on a souvent un petit peu plus de données qui seraient disponibles publiquement. Excellent, merci pour ces précisions, Yannick. Euh, Euh, oui, je peux Nadia, ajouter- oui, bien oui, je sûr. peux ajouter à ceci. Donc aussi, un bon exemple sera avec les tableaux de bord dans les prochaines semaines. Il y aura un nouveau module sur les professionnels de la santé formés à l'étranger. Dans ce module, on a aussi pris les informations euh, je vais essayer je les connais en anglais, mais pardonnez-moi si Yannick, vous pouvez le faire en français. Donc, dans le WHO, OECD, CAPR, donc des organisations où on a essayé de prendre les données donc plus variées. Et donc, juste, je voulais ajouter cette information. Merci beaucoup, Nadia. Alors, une autre question de Madame Marie-France Lapierre, donc de Colombie-Britannique, qui me dit, est-ce que vous supportez une augmentation du mouvement latéral entre provinces? Par exemple, je suis enregistré comme psychologue dans 3 différentes provinces. Euh, je pense qu'on n'a pas une position concrète et publique sur, je pense qu'on parle d'une licence ou d'un enregistrement national, mais on suit la conversation et on travaille avec plusieurs des organismes qui voudraient faire avancer le dossier. Donc, je pense que ça se passe un peu plus du côté des médecins en ce moment. Il y a des organisations qui sont plus près de euh, cette politique là, qui serait souhaitée. Par exemple, la reconnaissance des diplômes et des acquis par une seule porte d'entrée. Donc, c'est un enjeu dont on suit de très près et on est en communication assez constante avec les organisations qui veulent faire avancer ça. Euh, pour l'instant, on n'a pas une. Je pense que on peut aller. Il y a des bons et des mauvais côté à cet enjeu-là. Euh, mais je pense pas que publiquement on a annoncé qu'on était pour spécifiquement une chose ou une autre. Euh, Merci, Yannick. Peut-être une petite dernière question avant de conclure. Euh, comment vous verriez l'organisme d'ici 10 ans? je peux peut-être y aller, Nadia. Donc, je pense que d'ici 10 ans, je pense à avoir réussi à mobiliser les réseaux, euh, avoir fait avancer euh, la stratégie pan-canadienne sur les données sur la main-d'œuvre en santé et d'avoir fait avancer les recommandations qui vont sortir dans euh, le rapport final de ce travail. Donc, ce sont les volontés des agents qui travaillent dans ce milieu qui vont être inclus dans ce rapport-là. Dans 10 ans, si on a été capable de faire avancer ça. Euh, il y a aussi, par exemple, je pense, un plus grand accès aux données, une plus grande standardisation des données sur la main-d'œuvre en santé, euh, plus grands accès. Je pense que ça tombe un peu dans ces lignes-là. Nous, c'est d'être capable d'avoir, je pense, avoir une plus grande coordination pan-canadienne sur les ressources, sur les fournisseurs de soins. Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de migration, je pense qu'avoir un bon système qui est capable de comptabiliser euh, et nous permettre de mettre en place des politiques qui sont utiles et pratiques, ça serait un beau défi pour nos 10 ans, nos 10 ans d'existence.
Ben, merci beaucoup Yannick. Ben, sur ce, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci encore d'avoir été avec nous. J'espère aussi que nos participants ont beaucoup appris aussi donc, sur le travail d'effectifs de la santé donc Canada. Et effectivement, c'est un travail qui est titanesque. Il y a encore matière à beaucoup de développement, mais c'est un travail qui est un problème essentiel donc, en matière donc, de données en santé et de main-d'œuvre en santé. Merci encore tout le monde